Bienvenue dans la salle de conférence où va se dérouler donc la conférence autour du thème enjeux et dynamique de la filière laitière bio, présentée donc par le CNIEL et plus spécifiquement la commission bio qui siège au sein du CNIEL. Je suis Magali Boujard, en fait en charge de piloter cette commission bio. Et donc, on va passer la parole aux intervenants de cette conférence. Et je commence par Yves Sauvaget. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter. Je suis Yves Sauvaget. Je suis producteur de lait bio dans la Manche, auprès de la baie du Mont-Saint-Michel. C'est plus facile pour se situer. Là où l'herbe est presque toujours verte. Voilà. Donc, merci d'être venu. Je suis content d'avoir une assemblée aussi jeune. Ça doit vouloir dire que le bio doit conserver et va rester dynamique et qu'il a un bel avenir devant lui. Effectivement, sincèrement, moi je pense que le bio, malgré les perturbations qu'on peut connaître aujourd'hui, qu'on va évoquer tout à l'heure, on va pas vous cacher la vérité, on va pas se voiler la face, mais je pense que le bio, la production laitière biologique a encore des beaux jours devant elle, puisqu'elle répond globalement à beaucoup d'attentes de la société. Elle coche beaucoup de cases, quasiment toutes les cases, sur la qualité de l'eau, la qualité de l'air. Voilà quoi. Et c'est l'agriculture, la production laitière, pérenniser l'agriculture ou la production laitière biologique, c'est offrir la possibilité aux jeunes générations de vivre dans un monde plus sain. Et ça, c'est très très important par rapport aux questionnements qu'il peut y avoir, notamment dans certaines populations, et par rapport aussi à l'épisode qu'on a pu connaître cet été, là, donc, où moi je parlerai plutôt d'aléas climatiques que de réchauffement. Pour moi, les aléas parlent beaucoup plus ou sont beaucoup plus palpables que le réchauffement climatique. Moi, je vais passer la parole, je reviendrai tout à l'heure, sur ce qu'on fait en commission, sur ce que la commission fait, sur ce que le CNIEL fait pour la filière bio, sur ce qu'elle a fait, sur ce que le CNIEL a mis en avant cette année en termes de communication. Donc on vous dira le budget qui avait été accordé avec toutes les actions qui ont été faites et qui sont encore en cours d'ailleurs. Un budget supplémentaire qui a été accordé pas plus tard que la semaine dernière par le conseil d'administration. Donc on évoquera tout ça. Et auparavant, je vais laisser la parole à Corentin qui va nous faire un point de conjoncture. Et puis et ensuite à Romain. J'ai encore un peu de mal avec les prénoms. On est aussi une équipe toute neuve à la commission bio et qui est aussi jeune et dynamique. Donc voilà, on a toutes des bonnes raisons de croire qu'on est parti dans la bonne direction, malgré tout. Voilà. Bon, merci de votre attention et à toi, Corentin. Bonjour à tous, Corentin Puvillan, économiste au CNIEL. Donc moi, je vais vous présenter des éléments de conjoncture sur la filière laitière biologique, en commençant par vous planter le décor de ce que c'est qu'aujourd'hui la filière laitière biologique française. En commençant par quelques chiffres pour vous permettre de vous rendre compte de ce qu'elle représente aujourd'hui en France. Donc la filière lait bio, c'est 1,23 milliard, donc 230 millions de litres, 1 milliard 230 millions de litres collectés en 2021, ce qui représentait 5,2% de la collecte, 80 200 livreurs producteurs de lait de vache bio, qui représentaient 9% des livreurs, 260 000 vaches laitières bio ou en conversion, 8%, soit 8% du cheptel, et un marché en gros qui dépassait le milliard d'euros. Un chiffre qu'on aurait pu rajouter, c'est que on était sur une filière à 99% d'autonomie, c'est-à-dire que 99% du lait bio consommé en France est également produit en France. Pour refaire un petit historique du développement du bio en France, au début des années 2000, à la fin des années 90, on était un peu à la traîne, on était seulement le 4e producteur européen.
Et puis là, sur le premier semestre 2022, on est devenu le premier producteur européen de lait bio en termes de collecte. La filière laitière bio, elle s'est structurée en 3 vagues. La première, à la suite de la vache folle, on est passé de 50 millions à 200 millions de litres annuels. La deuxième, à la suite, donc après il y a eu un palier jusqu'à la crise du conventionnel 2009, avec une seconde vague qui fait suite, puis un palier à nouveau de 2-3 ans avant la troisième vague, la plus spectaculaire en termes de volume, à la suite de la crise laitière du conventionnel de 2015. Une vague dans laquelle on se trouve finalement toujours, où on voit que les autres pays producteurs étaient en gros à 2-3% de croissance ces dernières années, quand nous, on restait sur un rythme de croissance l'année dernière de 11%. En France, la collecte, la production de lait bio, elle suit ce qu'on appelle le croissant laitier, où en fait, elle se fait à un peu plus de 50%, comme en conventionnel, dans le Grand Ouest. Quand je dis Grand Ouest, c'est donc Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, sachant qu'il y a une forte surreprésentation dans les Pays de la Loire et une sous-représentation en Normandie. Si on remonte après le croissant laitier, donc dans le nord, dans les Hauts-de-France, il y a une sous-représentation de bio. En revanche, on a une surreprésentation assez nette dans le Massif central notamment. Les croissances en fonction des bassins, elles se sont faites de façon un peu différée. En 2015, il y avait une forte surreprésentation du bassin Grand Ouest. Puis de 2015 à 2020, la croissance s'est faite en bonne partie dans la région Rhône-Alpes, notamment dans le Massif central. Et là, en 2021, 60% de la croissance, elle provient de 2 régions, les Pays de la Loire et la Bretagne. Une des spécificités de la filière laitière biologique, c'est le mix produit. En fait, le lait bio est très fortement surreprésenté sur la gamme des laits de consommation. On était en 2020 sur les fabrications, sur les dernières données de fabrication, à 12%, à quasiment 12%. En revanche, sur les fromages affinés, seulement à 1,6%. L'autre façon de dire ça, c'est en suivi matière, de la matière sèche utile. C'est de dire qu'il y a en bio, l'utilisation du lait pour la fabrication de lait conditionné, c'est 19% de la matière, alors que c'est que 8% sur l'ensemble de la filière laitière. A l'inverse, pour le fromage, seulement 10% du lait bio va dans la fabrication de fromage bio, contre 34% pour l'ensemble de la filière. Donc ça se traduit par ce qu'on a un déséquilibre protéique, c'est-à-dire une certaine difficulté à valoriser la matière protéique en bio, qui remonte à un certain nombre d'années, déséquilibre matière qui se creuse. Vous savez que ce déséquilibre matière, il ne concerne pas seulement la filière bio, mais l'ensemble de la filière laitière française, mais il est vraiment plus prononcé pour cette filière. Ce que vous voyez là, le 37%, il ne faut pas le confondre avec un chiffre de déclassement. C'est une catégorie qu'on appelle autre utilisation, qui inclut certes le déclassement, c'est des choses pour lesquelles on n'a pas pu retrouver l'utilisation de lait bio à partir des enquêtes mensuelles de France Agrimaire, qui ne sont pas complètement exhaustives parce qu'elles ne prennent pas en compte certaines fabrications bio, les crèmes vrac et les poudres vrac notamment. Donc c'est 37%. C'est du déclassement des crèmes vrac bio et des poudres vrac bio et d'autres ingrédients secs. Je vais revenir maintenant plus précisément sur des éléments de conjoncture. Donc vous savez tous qu'on a été affecté en France sur l'ensemble du territoire par une grave sécheresse et des épisodes de chaleur intense tout au long de l'été et même à la fin du printemps. Et vous savez aussi que les exploitations laitières bio sont des exploitations plus météosensibles parce que plus herbagères. Donc leur production a été particulièrement affectée. La croissance de la collecte, qui était prévue par l'enquête de conversion du CNIEL autour de 6-7%, même 8% en 2022, donc cette année, finalement, là, depuis le début de l'année, on est qu'à 3% de croissance.
Et on est même passé en juin-juillet, donc des mois où la sécheresse faisait déjà rage. On était seulement quasiment au niveau de l'an dernier. Il n'y avait plus de progression. Et en août, alors les chiffres de collecte ne sont pas sortis, mais normalement, il y aura une baisse de la collecte laitière d'une année sur l'autre, bio, pour la première fois depuis, ça fait 10 ans que d'une année sur l'autre, mois à mois, la collecte n'a pas baissé. Donc ça devrait être une grande première. Puis ça devrait quand même se redresser au regard quand même des nouveaux livreurs, puisqu'il y avait encore un certain nombre de conversions en cours qui ont abouti cette année. On repartira sur un rythme de croissance. Il y a une certaine dichotomie entre nord et sud de la France là, sur l'évolution de la collecte bio cette année. C'est intéressant à voir. On reste dans le positif dans le nord du pays et par contre sur toutes les régions du sud, ça recule. C'est notamment du fait des différentes stratégies d'opérateurs, des opérateurs qui sont très présents dans le sud, qui ont demandé des dispositifs de régulation des volumes. Et parce qu'il y a beaucoup plus de conversions, les opérateurs qui ont encore converti tard se trouvent un peu plus dans le Grand Ouest, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec 60% de la croissance pour l'année 2021 qui se trouve en Bretagne et dans les Pays de la Loire. L'autre façon de dire que la croissance, de visualiser le fait que la croissance de collecte du lait bio est un peu inférieure aux attentes, à ce qu'on pouvait attendre au regard des conversions, c'est de voir la courbe rouge qui était prévue et la courbe verte qui est pour l'instant, ce qui sont des chiffres avérés. Et c'est en fait, donc il n'y a pas seulement des épisodes climatiques qui sont responsables de ce léger décrochage par rapport à la prévision. Il y a également que le nombre de livreurs bio est en deçà des attentes en termes de croissance. Voilà, on voit bien, donc là ce que vous avez sur l'histogramme rouge, c'est l'évolution n sur n-1, donc cette année par rapport, l'année par rapport à l'année précédente pour le même mois, et on voit clairement que le rythme de croissance ralentit de mois en mois. On reste à plus de 2,7% en juillet 2021, c'est pas en juin d'ailleurs, contrairement à ce qui est marqué. Sauf que voilà, donc on est toujours sur une collecte en légère hausse depuis le début de l'année et qui était en très forte hausse en l'occurrence ces dernières années. Et en parallèle, on assiste à un fort décrochage de la consommation depuis 2021. Et on voit que depuis 2021, la situation ne fait que se détériorer et qu'on est revenu à des niveaux proches en termes de consommation à 2018, alors qu'avant 2021, on était sur des croissances de consommation à 2 chiffres. Alors qu'il faut savoir que le marché bio, c'est avant tout des débouchés en consommation au détail. Il y a très peu de débouchés en ingrédients, très peu de débouchés à l'export. Donc c'est un marché qui est très dépendant de la consommation des ménages français au détail. Dit autrement, la situation... Donc en comparant trimestre par trimestre, on voit vraiment qu'il y a un décrochage qui s'accentue de trimestre en trimestre, sans doute avec l'arrivée de l'inflation. On y reviendra tout à l'heure, qui pousse les ménages à faire des arbitrages sur les produits les plus chers. Si on compare la consommation de 2022 avec 2019, c'est-à-dire l'avant-pandémie, on se rend compte qu'on est en bio très fortement en dessous, sur toutes les gammes de produits, mais alors notamment sur le beurre, la crème et l'ultra frais. Voilà, en ultra frais, on est 17% en dessous du niveau de 2019 sur la même période en cumulé. Alors que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la collecte elle a cru de 30% sur la même période. En termes de part de marché, c'est un peu différent, parce que sur certaines gammes, le conventionnel a reculé aussi, je pense au lait liquide notamment. Et donc c'est finalement les laits liquides qui se maintiennent le mieux. Mais toutes les gammes, donc quand je parle de marché, c'est part de marché bio en rapport avec l'évolution du produit conventionnel également. On voit qu'en ultra frais bio, on a fait moins 15 points depuis fin 2019 de part de marché bio. Je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, c'est pas très visible, mais c'est un graphe qui montre en fait que la part du lait absorbé en GMS a considérablement diminué, mais je vais le passer parce qu'on ne voit pas bien et c'est pas très clair. Donc cette situation, elle se traduit par un prix payé aux éleveurs qui a légèrement décroché.
très légèrement d'une année sur l'autre, mais dans le même temps, donc on était en gros à moins 1% de prix 2022 par rapport à 2021. Mais en parallèle, le prix du conventionnel payé aux éleveurs a augmenté en gros de 20-25%. Vous savez qu'il y a une forte saisonnalité de la collecte bio qui se traduit par une forte saisonnalité de prix. Donc au pic de collecte qui est très fort en bio, très élevé, on a une baisse du prix bio qui est saisonnière, qui revient chaque année, comme vous pouvez le voir l'année précédente. Et donc cette situation, donc, le fait que le prix du lait conventionnel augmente et qu'on soit dans la saisonnalité habituelle du lait bio, il y a eu un croisement temporaire des prix qui a fait beaucoup de bruit cette année. Depuis juin, le lait bio est repassé de manière normale au-dessus, le prix du lait bio est repassé au-dessus du prix conventionnel et ça continuera dans les prochains mois. Mais voilà, ça a marqué les esprits. Dans les rayons, donc, ce qu'on appelle le prix au détail, le prix payé par les consommateurs, au regard du prix payé aux éleveurs, il pourrait y avoir une convergence très forte. On ne l'aperçoit pas sur toutes les gammes de produits, on ne l'aperçoit pas du tout, au contraire sur la gamme des laits liquides, où le lait bio a pourtant plus augmenté dans les rayons. Voilà, que sur le beurre, en revanche, il y a quand même une vraie convergence de prix, puisque les prix du conventionnel ont augmenté de 17% contre 9% en bio. L'une des raisons de ce décrochage accéléré du bio ces derniers mois, ce sont les arbitrages des consommateurs en période d'inflation, qui ont été représentés là par l'Institut Nielsen, qui montrent vraiment que c'est tous les produits premium qui subissent la situation et les MDD premier prix qui au contraire progressent très fortement. Là, on parle de la P08, donc une période qui correspond au mois de juillet, où on voit vraiment que qu'en volume, les MDD premier prix avaient augmenté de 10%, alors que les MDD bio, alors là, tout secteur, pas seulement sur le lait, avait régressé de 5%. Il y a une autre cause qui est souvent avancée pour tenter d'expliquer le recul, le fait que le bio recule de façon de plus en plus accélérée, c'est le recul de l'offre dans les linéaires. En fait, donc c'est la courbe bleue, l'offre dans les linéaires, l'offre bio, donc dans les supermarchés, est représentée par la courbe bleue. Les volumes de vente par la courbe verte. On voit que ce recul de l'offre bio n'a pas précédé, mais a suivi, s'est fait en réaction du recul des ventes. Mais depuis quelques mois, il est plus fort, c'est-à-dire que le recul de l'offre est plus fort que celui des ventes encore. Donc on comprend bien que ça se traduit par un effet, une boucle de rétroaction, comme on dit en économie, donc un effet boule de neige. Qui contribue à logiquement aggraver la situation, tout en rappelant que le bio est très fortement surreprésenté dans les rayons, puisque l'offre en gros représentait plus de 8%, l'offre bio sur l'ensemble des produits, alors que la part du bio est encore inférieure à 5% en termes de chiffre d'affaires. Autre sujet d'actualité, c'est la part, c'est les volumes bio absorbés par la RHD, donc la restauration hors domicile. Vous savez que la loi Egalim 1 de 2018 prévoyait pour début 2022 l'obligation de 20% dans la restauration collective publique, de 20% en valeur de produits bio. En 2021, donc comparé à 2019, il y a eu 50% de plus de volume absorbé dans la RHD, de manière générale. En grande partie, cette forte augmentation, elle est liée à la restauration collective publique, donc c'est bien un effet d'Egalim. Donc voilà, c'est 90% en gros de ces 18 000 tonnes qui partent vers la restauration collective publique. Ces 6% en valeur, ils représentent 30 millions de litres. Donc si on part de l'hypothèse que pour atteindre les 20%, si on atteint déjà ces 20% au fil des années, que les produits laitiers sont autant choisis que d'autres types de produits pour atteindre ces 20%, il y aurait un potentiel d'absorption autour de 40 millions de litres. Donc ce n'est pas non plus la panacée, mais puisque je vous rappelle qu'on est sur des volumes excédentaires de plusieurs centaines de millions de litres, ça ne suffira pas à absorber l'ensemble des excédents, mais ça représente quand même un volume considérable, 40 millions de litres.
Mais c'est sous, encore une fois, plusieurs hypothèses. C'est un calcul un peu rapide en équivalent lait. Mais voilà, c'est pour rappeler les ordres de grandeur qui sont très importants. Voilà, rapidement, une petite comparaison avec d'autres grands pays producteurs de lait bio en Europe, pour vous dire que dans les autres pays, on n'a pas du tout cette situation. On a des prix qui progressent en Autriche et en Allemagne. En 2021, on avait une consommation, je parle du bio, hein, des prix du lait bio qui progressent encore fortement. On avait une consommation qui se portait encore bien, notamment en Allemagne, qui continuait d'augmenter en 2021, et qui, voilà, où on n'a pas du tout subi le contre-coup du pic de consommation qu'ils ont pourtant eu aussi pendant le confinement en 2020. Autre explication au fait que chez eux ça continue d'augmenter, c'est qu'ils ont des prix qui sont plus corrélés, plus connectés avec le prix du conventionnel, où ils ont encore pas mal de systèmes de primes sur le bio, alors que nous on a des prix complètement décorrélés. Donc je dis que la consommation de bio se portait bien en Allemagne en 2021, qu'elle était restée très fortement au-dessus de son niveau de 2019. Ceci dit, on a commencé à entrevoir au dernier chiffre de juillet un recul de la part de marché. Donc la part de marché, elle est représentée par les barres grises, où l'inflation qui est très forte, l'inflation alimentaire qui est très très forte, notamment sur les produits laitiers en Allemagne, a commencé par se traduire par un recul de la part de marché bio. Donc on pourrait quand même commencer à observer une situation similaire en Allemagne, sachant qu'ils ont dû, eux, absorber des volumes excédentaires bien moindres que chez nous ces dernières années. On ne devrait pas être sur la même problématique, mais la demande pourrait décrocher aussi dans les prochains mois au regard du contexte inflationniste. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut penser des perspectives de la filière bio? Alors déjà, il y a quelque chose d'important, c'est que aujourd'hui, le déclassement, les cours soutenus des produits conventionnels permettent de limiter le coût du déclassement. Et finalement, voilà, c'est ça qui permet une moindre dévalorisation du lait quand il est vendu en conventionnel, le lait qui ne peut pas être valorisé en bio. Et donc la question dans les prochains mois, c'est de savoir si ces excédents de lait bio, ils vont perdurer aussi longtemps ou plus longtemps que le cours des produits laitiers conventionnels se maintiendront. Si les produits laitiers conventionnels se détendent et que les excédents perdurent, c'est là qu'on pourrait se retrouver dans une situation encore plus difficile pour la filière, hein, sachant que ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure quand je vous présentais les prix bio qui étaient plutôt en baisse d'une année sur l'autre, de 1%, les éleveurs bio ont aussi subi de plein fouet la hausse des charges. Donc il y a une très forte dégradation de la marge en bio pour les éleveurs, là où en conventionnel, en moyenne, il y a eu une compensation, voire plus qu'une compensation au regard de la milk. Voilà, donc les autres facteurs qui détermineront l'état de la filière dans les prochaines années, c'est effectivement l'application des GaLim, réellement de ces 20% qui permettrait d'absorber une petite partie des excédents. C'est de savoir la pyramide. On aura bientôt des données normalement avec le recensement sur la pyramide démographique spécifique au bio pour savoir voilà, combien il y aura d'éleveurs bio à remplacer dans les prochaines années. Et puis voilà, pour finir sur un facteur quand même plutôt positif, c'est de se rappeler que dans les autres pays européens, pour avoir fait une étude de consommation sur les autres filières bio-européennes, la consommation se portait encore bien en 2021, globalement. Donc il n'y a pas de raison qu'on ait forcément atteint un palier structurel chez nous quand ça va encore normalement globalement bien ailleurs. En tout cas, ça allait bien avant que l'inflation intervienne. Voilà, je vais laisser la parole à Romain, qui va revenir sur les éléments de consommation. Merci. Effectivement, tout l'enjeu pour nous, au-delà des chiffres que vous avez pu observer, c'est d'arriver à les comprendre. Et c'est vraiment tout le sens de moi. Ce que je vais vous montrer, c'est en fait pourquoi les Français en ont peut-être un peu moins envie. On se parle aussi d'un contexte d'inflation qui est venu accentuer ça. Sachez que ce projet-là, là, qu'on vous montre, on a commencé à y réfléchir il y a 1 an et demi. Ça veut dire que c'est
ces soubresauts, ces inquiétudes sur la consommation de produits bio, on se les pose depuis un petit moment. Et donc l'inflation, moi je veux peu en parler là, mais ce sera un facteur supplémentaire. On sait que quand les Français ont des arbitrages à faire, malheureusement les produits les plus valorisés vont avoir tendance à être arbitrés. Soit je vais prendre un produit conventionnel, soit je vais prendre de la marque des distributeurs, soit je passe de chez Carrefour à Leclerc, de Leclerc à Lidl, de Lidl à Action, etc. C'est la fameuse descente en gamme que peuvent opérer les Français. La source, c'était tout simplement le comportement des Français. Là, vous avez sur le total des marchés alimentaires, donc tout ce qu'on fait nous tous les jours, chez Carrefour, chez Leclerc, dans tous les magasins où on va. Aujourd'hui, en fait, tout le monde achète des produits bio. Cette fameuse démocratisation qu'on a attendue pendant pas mal d'années, on l'a. Hein. Là, vous voyez 97,8, il reste 2% de réfractaires. Mais ça veut dire que dans cette pièce, il y a au moins une personne qu'on n'a pas acheté peut-être. En termes de quantité, on est à 40 unités par an. Et vous voyez surtout en termes du budget, on est à 172. Ce qui est choquant, c'est qu'on était quasiment à 190 il y a 2 ans. Donc en fait, en l'espace de 2 années, chaque Français a dépensé à peu près 15 € de moins pour ses achats de produits bio. Alors qu'on était sur une proposition historiquement qui n'arrêtait pas de faire progresser le panier des Français et qui n'arrêtait pas aussi d'arriver à les faire revenir plus souvent. Aujourd'hui, il y a un souci, c'est que les Français dépensent moins sur les produits bio et le font moins souvent également. Ça, c'est la vision pour le total alimentaire, tous les produits que vous achetez au quotidien. Si on fait la même chose uniquement sur les produits laitiers, je ne vais pas vous relire tous les chiffres, mais le constat il est le même. Vous voyez qu'aujourd'hui, un Français va dépenser moins qu'il y a 5 ans sur des produits laitiers bio, alors qu'on se dit justement, et c'est ce que montrait Corentin, que la filière n'a jamais été aussi forte en termes de collecte. Donc il y a eu beaucoup de conversions qui ont accompagné ce mouvement-là, et on a une cassure là, depuis à peu près la mi-année 2020. C'est le premier moment où on a commencé à se dire que les produits bio laitiers avaient du mal. Première hypothèse, est-ce que c'est une question de pouvoir d'achat? Je diminue ma consommation de produits bio parce que j'en ai moins les moyens. J'aurais tendance à vous dire non, parce qu'ici vous avez les gens les plus aisés, de classe moyenne, de classe modeste. Vous voyez qu'en fait, tout le monde a mis moins de produits bio dans son caddie. On n'est pas juste sur l'année écoulée, on est à mi-année 2022 par rapport à il y a 2 ans. Donc on essaye aussi un peu d'effacer la crise Covid pour se dire que ce n'est pas que ça. Et vous pourriez aussi avoir une deuxième lecture, c'est de se dire, bah oui, mais quand même les foyers modestes, ils déconsomment plus rapidement que les autres, c'est vrai. Donc pour le coup, il peut y avoir un phénomène de pouvoir d'achat chez ces gens-là. Mais en fait, sinon, de toute façon, quel que soit mon pouvoir d'achat, je vais en consommer moins. Et vous voyez qu'en termes de génération, c'est à peu près la même chose. Les plus résistants, c'est peut-être un peu, je vais dire, les plus convaincus, les foyers de plus de 60, 70 ans, sans enfants. Et après, on s'est posé pas mal de questions, les unes après les autres, pour se dire, est-ce que cette déconsommation, c'est uniquement un souci de produits laitiers? Vous aurez bien vu dans les premières pages que ce n'est pas le cas. Et là, vous avez toutes les catégories aujourd'hui un peu les plus importantes sur les marchés de la grande consommation. Donc dans ce que vous mettez dans votre frigo, sachez qu'aujourd'hui, ce que font le plus les Français, c'est les œufs. Après, vous avez tout ce qui aide à la cuisine. Donc là, vous allez avoir les bouillons, vous allez avoir toutes les préparations culinaires. Le lait, l'ultra frais, le fromage, les corps gras, la crème fraîche. Vous voyez la place des produits laitiers, c'est vraiment dans le top 10 des marchés les plus importants. Sauf que quand vous regardez en termes de déconsommation, c'est aussi les plus importants. Là, pour la lecture, on a perdu 13 millions de caddies contenant un produit bio en ultra frais en l'espace de 2 ans. Ça paraît pas beaucoup, mais pensez-y, 13 millions, c'est en fait gigantesque sur un marché qui en fait 88. On était à plus de 100 en fait sur quasiment tous ces marchés-là. L'autre point qui est assez marquant, c'est que vous voyez le premier, les œufs ont fait un énorme mouvement de conversion, étaient parmi les premiers. Même eux aujourd'hui sont en train d'être remis en cause. Un des éléments, on va voir, qui pour nous rentre en ligne de compte, c'est la pression qu'il peut y avoir d'autres labellisations, d'autres cautions, d'autres éléments de rassurance qui vont parler aux foyers français. Je prends souvent l'exemple des légumes, mais si vous avez un légume bio et un légume sans résidus de pesticides, il y a plein de Français qui vont se poser la question. Et si le sans résidus de pesticides est le plus abordable, ils vont peut-être aller chercher celui-là, parce que ça les rassure et ça ne les oblige pas forcément à faire un palier de prix trop important. Deuxième élément, c'est qu'en fait, on consomme en France aujourd'hui moins de produits laitiers. Si vous regardez les différentes catégories, on a comparé l'évolution du bio par rapport au non-bio. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a quand même pas mal d'évolutions négatives, y compris sur le conventionnel, sur les 2 dernières années. Et en fait, dès qu'on a un non-bio qui va pas très bien, le bio va encore moins bien. Donc sachez-le aussi, le bio laitier est en train de s'inscrire sur des marchés qui n'ont pas tous surfé sur la tendance Covid. Il y a eu des très fortes hausses de consommation des fromages, du beurre, parce qu'on s'était plus remis à cuisiner. Ça a du mal à se maintenir. Et avec la sortie de crise Covid, on a quand même un retour à certains comportements d'achat historiques. Le marché emblématique pour moi, c'est le lait. Il faut savoir que c'est à peu près 10 litres de lait par Français en moins sur l'espace des 10 dernières années. Et autre élément que vous avez pu voir en magasin, y a plein de monde qui a essayé finalement de faire des produits laitiers bio. Et là, vous avez des exemples qui sont masqués
Mais vous avez MN, c'est pour une grande marque nationale d'ultra frais, de lait, qui fait différentes catégories. Ce que je veux vous montrer à travers ça, c'est toutes les tentatives qu'il y a eu, toutes les marques qui ont essayé de se lancer, de faire du bio. C'était peut-être pas forcément leur cœur de métier. On est souvent sur des marques qui proposent ici du conventionnel. Et vous avez une cloche quasiment systématiquement. Donc il y a eu un énorme effet d'aubaine. Le bio a parlé à beaucoup de monde. Beaucoup d'acteurs s'y sont mis. Mais vous voyez que des résultats qui sont extrêmement faibles. Alors que pourtant, cette courbe bleue, c'est quasiment 10% des Français. Donc il y a 10% des Français qui, dans l'année, en ont acheté. Vous voyez que 2 ans plus tard, au final, ils sont 4. C'est une courbe, vous voyez, qui date de la mi-juin. Je pense qu'à fin juin, à fin décembre, la moitié de ces marques auront disparu. Donc il y a aussi eu un effet d'entraînement où tout le monde a voulu en faire. Ça a fait de l'animation dans les magasins, ça a fait des gens qui ont payé des prospectus, qui ont fait de la publicité, mais derrière, ils ont du mal à se maintenir. Et aujourd'hui, Corentin en parlait rapidement, mais dans la distribution, on sait aussi qu'il y a des tensions sur l'assortiment, où on a mis beaucoup de produits, mais là où parfois il en fallait 8, parfois on en a mis 15, on en a mis 12, et les magasins aujourd'hui sont un peu plus durs pour se dire qu'il faudrait ramener le nombre de produits à leur juste place. Et dernier phénomène dont je vous parlais, c'est la concurrence du conventionnel qui fait que de s'améliorer. Qui s'améliore, vous voyez, à travers ce type de produits qui sont avec des listes d'ingrédients qui sont plus courtes, avec une valorisation de la provenance, de l'origine France, du fruit. On va chercher aussi d'autres éléments qui vont parler aux Français. Vous avez des choses aussi très terre-à-terre qui sont des grosses promos. Quand vous voulez aller acheter un pack de 6 bouteilles de lait bio et qu'à côté, vous avez 14 bouteilles de lait conventionnel à moitié prix, ça commence à poser question sur les convictions personnelles qu'on a. Et l'autre élément qui est rentré en ligne de compte, c'est que les Français ont eu du bio pendant très longtemps, s'y sont habitués, mais ont aussi vu grandir une aspiration sur plus de local et de Made in France. Et aujourd'hui, quand on les interroge en disant, dans les années qui viennent, qu'est-ce qui va être le plus important pour vous quand vous irez faire vos courses, eh bien, ils vous disent ça, ils vous disent du local et du Made in France. Donc si vous arrivez à avoir un produit bio labellisé Normandie, ça va leur parler, et ça va leur parler au maximum. Mais s'il y a juste marqué Normandie, ça peut déjà aussi être un élément suffisant pour eux. Et donc il y a la difficulté pour le bio de se retrouver avec d'autres labels. Vous voyez ici, avant le bio, il y a aussi ces labels-là. Là-dedans, on va avoir du Bleu Banker, on va avoir du sans résidu de pesticides. On va avoir d'autres démarches qui sont aussi des démarches qui rassurent les Français dans leur comportement. On s'est quand même interrogé sur ce que vous avez aussi tout en bas, le végétal. On en a beaucoup parlé. Est-ce que c'est un gros risque ? Donc on a fait l'exercice sur le marché du lait pour voir ce que ça donnait. Sachez que ce n'est pas forcément ce qui est en train de se jouer. C'est-à-dire que quand le lait bio perd des volumes, 84% sont perdus. C'est-à-dire qu'un petit déjeuner, 10 petits déjeuners, il y en a 8 où il n'y a plus de lait. Mais ce n'est pas pour autant que les gens ont mis du lait d'amande, des boissons à base d'amande, du soja, mis autre chose. Non, c'est aussi des volumes qui disparaissent. Donc gardez en tête qu'il y a une partie de nos habitudes alimentaires qui sont en train de changer. Et on n'est pas en train de remplacer des produits laitiers bio par autre chose. Parfois, on les supprime de notre comportement. Le meilleur exemple, c'est penser à vos repas. Les générations précédentes faisaient entrée, plat, fromage, dessert. Aujourd'hui, on fait plat, fromage, dessert. Demain, on fera plat, dessert. Et dans 20 ans, on sera peut-être à l'anglaise où on fera peut-être plus que des plats. Ça réduit considérablement le nombre de produits que vous allez y mettre. Est-ce que derrière, il y a un souci d'image et de perception du bio ? Je ne sais pas si c'est une note que vous auriez aimé avoir sur votre bulletin scolaire, mais c'est plutôt une note qui est relativement correcte, 7,2. Gardez également en tête que c'est une note qui ne change pas trop, c'est-à-dire que les Français connaissent le bio, les Français l'apprécient plutôt bien. Donc la perception n'a pas trop changé. Ce qui rend le bio appréciable pour une grande partie des Français, vous l'avez ici, c'est la transformation. On a beaucoup plus confiance dans un produit qui a été moins travaillé. C'est l'origine et les ingrédients naturels, le rapport avec la santé et des produits responsables. Sachez que ce tandem bon pour moi et bon pour la planète, c'est un des seuls labels qui est compris comme sachant faire les deux. Et c'est vraiment un élément de distinction sur lequel le bio doit jouer parce que les autres ne sont pas forcément capables de le faire aussi bien. Donc vous voyez que l'image du bio est plutôt bonne. En revanche, il avait quelques territoires sur lesquels il n'a pas suffisamment, à mon sens, répondu. Motivation d'achat des produits alimentaires, respect de l'environnement, il y a une grande partie des gens qui y croient, mais ça baisse. Garantie sans pesticides, on est à 50%, on a perdu 5 points. Donc ça vous dit aussi le travail de communication vis-à-vis des foyers français. On est abreuvé d'informations, mais derrière, vous voyez qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément été levées. Meilleur pour la santé, pareil, 50% des gens y croient, moins 5 points. Moi, je suis toujours gêné parce que ça veut dire qu'il y en a, par exemple ici, 49% qui pensent que ce n'est pas garanti sans pesticides et qu'il y en a peut-être. Donc il y a une incompréhension là-dessus. Et ce qui a été aussi marquant, c'est les freins potentiels. Pourquoi est-ce que je n'ai pas envie d'acheter finalement des produits bio ? Donc pas que produits laitiers bio, mais le prix. Et vous voyez le deuxième élément, pas forcément garantie d'origine France, ils peuvent venir de loin.
On cite très souvent la banane, un peu le produit emblématique. Est-ce que je fais aussi confiance à une banane qui a traversé tout l'océan? Je ne sais pas trop. La promotion qui va relier avec cette notion de prix. Et vous voyez cet élément-là qui progresse ici. Je peux trouver des produits de qualité non bio. Et c'est vraiment maintenant l'écosystème du bio. Ce n'est pas juste j'ai un produit conventionnel et un produit bio. Il y a des produits conventionnels qui se sont améliorés et qui vraiment aujourd'hui sont capables de rassurer une partie des consommateurs. Ce qui est complexe, c'est que la crise avait mis le sujet de la santé vraiment sur le devant de la scène. Et en fait, depuis le début de l'année, les inquiétudes des Français, malheureusement, c'est beaucoup mon pouvoir d'achat qui est en train de remonter. Mais vous voyez que ma santé, c'était le premier rang il y a un an, à peu près un an et demi. Aujourd'hui, c'est le 6e. Et donc, face à la crise, mes préoccupations, c'est ma fin du mois, mon travail, mon pouvoir d'achat et beaucoup moins comment je me porte et la santé de ma famille et de mes proches. Et ça, malheureusement, ce n'est pas forcément un contexte qui est extrêmement positif pour le bio. Autre élément qui nous a dérangé, qui on a perdu et qui on a eu du mal à satisfaire, en fait, vous avez tout à droite les gens qui sont les plus convaincus. C'est-à-dire, j'achète le bio, je le comprends, je sais très bien ce que c'est un mode de vie. Ceux-là, par exemple, ils sont à fond sur le bio, ils font 50% aujourd'hui des achats de produits bio en France. Et malheureusement, ces gens-là, ces deux populations qui sont les plus importantes, c'est quasiment 100% des pertes du bio. Donc on est aussi en train d'avoir des gens qui sont pour autant les plus convaincus, qui se font rattraper par le discours que je vous expose depuis tout à l'heure. Et ici, vous avez des gens qu'on aura du mal à récupérer parce que de toute façon, ils ont des doutes, ils se posent des questions, ils n'en veulent pas. Vous avez des gens, ça c'est une population, vraiment le bio, non, ils ne le considèrent pas du tout. Donc sachez qu'on est aussi... on a un besoin de réponse et de parler à cette population-là qui est aujourd'hui en train de se détourner d'un produit alors qu'elle a des convictions et qu'elle sait très bien que c'est un produit qui est bon pour elle et bon pour sa consommation. Elle comprend parfaitement le bio, mais elle s'en sépare un petit peu. Et je vous disais, ce qui va faire leur particularité, c'est qu'on a regardé les items, en gros les raisons pour lesquelles ils croyaient le plus dans le bio. Les deux premiers groupes, vous avez deux raisons. C'est meilleur pour la santé que les produits non bio. Et le deuxième élément, c'est produit dans le respect de l'environnement. C'est vraiment les deux raisons qui vont faire qu'ils considèrent le bio comme une philosophie de vie. Et pour nous, c'est là-dessus que le bio peut accentuer son message et faire la différence par rapport à ce qui se joue autour. Parce que vous voyez ici, eux, leur premier item, ils pensent que le bio, c'est garanti sans OGM. On est à 13%. Eux, ils n'y croient pas du tout. Et au fur et à mesure, vous avez cette notion de santé ou cette notion d'environnement qui va commencer à progresser. Donc c'est le sujet sur lequel pour nous il faut arriver à recommuniquer, parler, valoriser le bio parce que c'est un élément de différenciation extrêmement fort vis-à-vis des autres. L'autre gros enjeu, ça va être cette question de prix. Je vous le disais, dans les freins autour du bio, il y a le prix et dans les critères de choix d'un Français pour ses produits alimentaires, il y a également le prix. Vous voyez, ça c'est un peu notre état d'esprit quand on va en magasin chercher un produit et dans quel ordre on va prioriser les choix qu'on va faire. Donc vous allez d'abord considérer un prix, après la santé, après l'habitude, après le plaisir, après l'origine. Les évolutions changent un petit peu, vous voyez que l'origine progresse, le plaisir un petit peu moins. Mais il faut quand même garder en tête que sur le bio, le prix reste un facteur extrêmement important. Et on n'est pas en train de dire qu'il faut baisser le prix du bio, c'est clairement pas le message et la vocation. Moi personnellement, je ne suis pas convaincu que si on mettait des bouteilles de lait à 1 €, ça suffirait. Je pense qu'il faut que les gens comprennent aussi la valeur qu'on y met derrière. Pourquoi est-ce que parfois c'est plus valorisé? Pourquoi est-ce que le bio demande plus d'investissement? Pourquoi est-ce que ça collecte est éventuellement un peu plus difficile parce que plus réparti, parce que moins grande? Mais de la confiance qu'on arrivera à générer autour des produits bio, on va réussir à créer de la valeur. Ici, vous avez un petit graphique qui vous compare. Si j'ai confiance, est-ce que je suis prêt à payer plus cher le produit? Qu'est-ce qu'on a tout en haut? Vous avez le label rouge, vous voyez, qui est ici. Quasiment 45% des Français lui font confiance. Et du coup, il y en a 40% d'entre eux qui disent oui, pour un produit label rouge, je serais prêt à mettre 20, 30 centimes, 40 centimes de plus. Et le label bio, lui, va se retrouver ici. On a vraiment envie qu'il continue à progresser vers ce carré du haut. Et c'est un des éléments extrêmement importants, c'est redonner de la confiance dans un label qui a perdu un peu de sa superbe au fur et à mesure des années. Et c'est un des messages qui est pour nous extrêmement fort, c'est rappeler pourquoi le bio fait la différence vis-à-vis du reste de ce qu'on peut trouver dans les supermarchés. Donc en termes de messages qu'on voulait vous partager, un des points clés, et on l'a mis en titre, c'est le fait que ça dépasse les produits laitiers. C'est arriver à se dire que les produits laitiers ont une mission particulière à faire. Je vais vous montrer directement les recommandations, ce sera plus simple. Le premier élément, c'est cette question du positionnement prix. On sait qu'une fois que le produit est en magasin, on ne maîtrise pas forcément l'intégralité de la chaîne de valeur. Il y a différents acteurs qui interviennent, mais il est extrêmement important qu'on conserve un rapport qualité-prix et une valeur perçue assez pertinent.
Je parlais des innovations et des nouveaux produits qui arrivaient sur le marché parce que c'est une tendance qu'on a beaucoup vu émerger au cours des dernières années. C'est un nouveau produit, c'est un produit bio. Je peux du coup aller chercher des gens qui ont peut-être un peu plus de pouvoir d'achat. Et donc, je vais mettre son prix un petit peu plus haut que ce que j'aurais dû. On pense que ce n'est pas forcément quelque chose à mener. Allez chercher les groupes les plus convaincus par le bio. Vous voyez qu'on a 100% des Français qui en achètent 40 fois dans l'année. Aujourd'hui, il est plus temps d'aller chercher des gens qui ne sont pas convaincus par le bio. Il faut d'abord aller rassurer des gens qu'on avait. Donc, c'est bio-militants, bio-trendy. La dénomination importe peu. C'est plus les gens qui sont les plus intéressants. Santé-environnement, pour nous, c'est vraiment ce qui va engager les gens autour du bio. Il faut qu'ils arrivent à comprendre que le bénéfice, justement, il est dans les deux sens. Investissement, au-delà justement du contenu. Le contenant va importer aussi de plus en plus pour les consommateurs. C'est cette démarche qu'on va vouloir intégrale et d'être rassuré sur l'intégralité de la filière. Et le dernier élément, c'est tout ce qu'on peut faire pour le label bio en général et un peu les attentes qui dépassent ce que je vous disais, les produits laitiers, c'est ce qui a introduit la slide, mais c'est les produits laitiers ont une contribution à faire, mais ne peuvent pas être tout seuls derrière. Donc il y a le travail dont Yves va parler autour de ce que peut faire la commission bio au sein du CNIEL, mais il y a aussi tout le travail de relais vis-à-vis de l'agence bio et du label bio pour arriver à reprendre la parole. Parce qu'une des idées, c'est que le bio, c'est un peu assis sur ses lauriers. Il a été très beau, très bon et très seul pendant un long moment, mais il n'est pas du tout seul. Et les autres ont fait énormément de travail. Donc aujourd'hui, quand vous allez en magasin, vous avez des tonnes d'éléments pour vous rassurer. Il y en a qui vont voir du Yuka, il y en a qui vont voir du Nutri-Score, qui vont voir la note globale, plein de choses. Mais derrière, aujourd'hui, il faut que le bio arrive à refaire de la différence vis-à-vis d'autres éléments de rassurance des Français pour que derrière, ils acceptent aussi la valeur qui leur est demandée. Je te repasse la parole. Je regarde Yves pour savoir si j'ai pas dit de bêtises parce que je vous avoue que j'ai que 10 jours au CNIEL, donc il sait. Oui, je suis encore en période d'essai. Merci Yves de le rappeler. Oui. Non, il n'y a pas eu de bêtises. Il n'y a pas eu de bêtises. Je vais rappeler un petit peu le pourquoi la production en lait biologique, elle a doublé. Ça a été une volonté de l'interprofession qui faisait suite aux États généraux de l'alimentation. Donc l'interprofession s'est engagée dans un plan de filière, France Terre de lait, donc vous avez tous entendu parler certainement. Donc on s'était engagé à doubler la production en veillant à l'équilibre entre l'offre et la demande. Bon, effectivement, là, il y a eu un couac, mais de l'autre côté, la puissance publique s'était aussi engagée, et Corentin l'a rappelé tout à l'heure, à mettre 20% en valeur de bio dans la restauration collective. Alors, la restauration collective, on pense surtout aux scolaires, mais c'est aussi les hôpitaux et les EHPAD. Donc là, le compte ne y est pas, à loin près. Effectivement, ça ne fait pas un volume. Le volume qu'on pourrait estimer que cette restauration-là absorbe, c'est, je dirais à l'arrondi, enfin, sous couvert, je regarde Corentin, il va me faire une grimace si je raconte une bêtise, mais c'est à peu près 1/10, quoi. Ce que tu as annoncé, ça représente à peu près 1/10 de l'excédent qu'on pourrait estimer en production. Non, bon, si, à peu près, je pense, mais bon, oui. Mais ça... Ouais. Oui, enfin, à l'arrondi... Ouais. Oui, c'est très difficile, c'est vrai. Mais bon, ouais. Mais c'est quelques données que j'ai personnelles, vraiment de terrain, quoi. Donc voilà, mais c'est important quand même que la puissance publique respecte ses engagements, et c'est pourquoi le CNIEL en début d'année avait interpellé le ministère sur le sujet, parce que notamment sur les scolaires, c'est aussi apprendre à consommer bio, c'est aussi apprendre à consommer autrement. Et moi j'allais plus loin, et c'est peut-être ce qu'on arrivera ou pas, je ne sais pas si ça sera retenu, à remettre en place dans les actions de 2023, c'est de dire quand en restauration collective, les scolaires qui mangent du bio, le soir, surtout dans les jeunes, dans les plus jeunes, il faut qu'il y ait une histoire à raconter à leurs parents, quoi. C'est pas on mange du bio pour manger du bio, non, c'est pas ça. C'est qu'on leur explique pourquoi on mange bio et c'est quoi les valeurs du bio. Et ça me fait rebondir sur ce que je disais en introduction. Le bio, quand on produit et qu'on consomme bio, on ne le fait pas forcément pour nous, on le fait aussi pour les générations futures. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à démontrer, et c'est ça qui va permettre de justifier
le prix du bio qui doit être supplémentaire au prix d'un produit conventionnel, quoi. Parce c'est un énorme service qu'on rend à l'ensemble de la société quand on arrête de détériorer, quand on détériore plus ou qu'on régénère les ressources, les biens communs, que ce soit la qualité de l'eau et de l'air. Et voilà, quoi. Donc ça m'était important de le dire. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que on attend et on continuera le travail en direction de la puissance publique pour que eux aussi respectent leur engagement. Donc nous, à la Maison du Lait et le CNIEL, on a respecté, donc on s'est dit qu'on prendrait nos responsabilités suite à cette situation. Donc c'est pour ça que le CNIEL a triplé son budget de communication cette année. Et pour ce faire, pour savoir un petit peu quelle orientation, comment on allait communiquer, on s'est appuyé sur l'étude, bien évidemment, pas que, mais beaucoup sur l'étude que vient de nous présenter Romain, sur l'étude Kantar. Donc pour l'année 2022, on a eu un budget en gros de 1,5 million d'euros, qui a été augmenté de 200 000 euros pas plus tard que la semaine dernière. Donc dans ces 1,5 million d'euros ou 1,7 million aujourd'hui, on a du cofinancement européen sur 2 projets. Donc un projet qui est mené en partenariat avec le Danemark, qui est plus sur de la consommation, avec des actions en GMS et donc sur de la consommation tout public, et un projet avec Interfel qui est plus sur la restauration, la communication sur la restauration. Et après, en fonds propres, le CNIEL a mené des actions, donc des campagnes radio que vous avez peut-être entendues, qui ont été menées aussi conjointement avec l'agence bio, parce que donc c'était ce qu'on appelait avec l'agence bio, parce que comme Romain l'a rappelé tout à l'heure, on constate quand même une dégradation de l'ensemble des produits alimentaires bio, de toutes les productions. Donc avec l'agence bio, on a travaillé sur un socle commun. Donc je le vois qu'il est affiché là. C'est sur ce que vous avez pu entendre dans spot radio, là, le BioReflex, qui est sorti au printemps et, sur les grandes chaînes de radio, et qui va ressortir cet automne là, mais sur des chaînes de radio qui sont un peu plus petites. Je ne vous citerai pas parce qu'il y en a je ne sais pas combien, plus d'1 centaine je crois. Donc vous avez toutes les chances de l'entendre. On a eu des animations en magasin aussi, qui ont été faites. Et puis sur les réseaux sociaux, quoi. Donc voilà en gros, voilà grossièrement tout ce que l'interprofession laitière, à travers la réflexion qui est menée au sein de la commission bio, a pu mettre en place pour 2022. Et on commence déjà à réfléchir sérieusement et à planifier, et on ne va pas tarder à planifier les choses pour 2023, puisque de toute façon la situation demeure, même si on a des bons résultats. Si on a des bons résultats sur l'écoute, comme disait Romain tout à l'heure, il y a une perte de confiance. Là aujourd'hui, toutes les actions qu'on a pu mener, il y a eu des enquêtes de fait, et vraisemblablement on aurait regagné quelques points de confiance auprès des consommateurs, surtout peut-être, comme disait Romain, plus les consommateurs les plus avertis. Donc, mais bon, c'est toujours pas satisfaisant. Il va nous falloir continuer nos efforts de communication pour essayer de rétablir au mieux cet équilibre, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc maintenant on va laisser la parole à la salle. S'il y a des questions, on va se mettre en capacité de répondre les uns ou les autres, un par un, ou tous ensemble. Voilà. Donc s'il y a des questions. Qu'est-ce qu'on sait de la restauration collective ailleurs en Europe? Est-ce que, par exemple, au Danemark, il y a déjà des produits bio dans les cantines? Est-ce qu'ils ont un projet Gali qui a abouti depuis longtemps, qui expliquerait pourquoi ça va entre guillemets mieux? Est-ce
restauration collective. Parce qu'ils sont plus loin sur ce point-là. On a des billes là-dessus. Vous savez, non? Prenez les micros. Je ne sais pas pour le Danemark. Je sais pour l'Allemagne qu'il y a des plans très ambitieux qui sont suivis d'actions. Mais après, ça se fait par Bundesländer. Il n'y a pas forcément de politique nationale. Je sais qu'en Bavière, ils sont déjà à 30% en moyenne de produits bio dans la restauration collective publique ou toute restoco, je ne sais pas. Mais je ne peux pas dire sur les autres länders, mais c'est clair qu'il y a cette ambition. Et c'est cette application plus tenue là-bas. C'est possible. C'est possible. Mais comme dit Yves, sans que les excédents représentent... Enfin voilà, si tu dis 10%, je te laisse la responsabilité de tester. Mais sans parler de... Même si ça n'absorbe que 10% des excédents, ça a une portée pédagogique, de sensibilisation qui est hyper importante. Et c'est quasiment plus important que ce volume absorbé en tant que tel. Parce que finalement, ça se fait au prix d'une valorisation qui n'est pas forcément toujours à la hauteur de ce qui est attendu. Mais pour autant, on pense que c'est effectivement un levier intéressant, voire indispensable sur le moyen terme. On y travaillera, mais comme je disais, aussi avec l'histoire qu'on est en capacité qu'on doit mettre les enfants en capacité de raconter quoi, le soir. Voilà quoi. Mais après, la restauration collective, le problème, c'est que c'est les donneurs d'ordre. C'est pas la restauration collective en elle-même. C'est les donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre et qui financent les repas, qui ne veulent pas mettre quelques centimes parce que voilà, c'est ces quelques centimes là parce que en fait dans la restauration collective, ce qui coûte cher, c'est pas ce qu'il y a dans l'assiette, c'est l'assiette et ce qu'il y a autour. C'est voilà quoi. Donc et avec 20 ou 30 centimes, ça peut faire le bonheur ça peut aller dans le bon sens pour les producteurs quoi. Et là, personne n'est prêt à payer quoi. Donc les donneurs d'ordre ne veulent pas mettre plus cher non plus dans la restauration collective. Je ne sais pas comment ça se passe ici, mais en tous les cas chez nous, dans nos petites communes, dans nos petits villages, dans les écoles communales, quand on parle d'une augmentation de 10 ou 20 centimes, panique, là. Ah, là c'est même plus que c'est carrément une levée de bouclier quoi. On est à deux doigts de rentrer en guerre. Voilà, on peut pas. Et bon, mais après on doit aussi donc tout le monde a un travail à faire quand même auprès des donneurs d'ordre. Il y a aussi il y a tout un travail pédagogique à faire auprès de l'ensemble de la population. Mais il y a aussi, et là tant pis, je le dirai quand même. Il y a aussi tout un travail à faire auprès de la grande distribution qu'il faut absolument, qui détruit tout ce qu'on peut faire en termes de communication, qui fait croire à l'ensemble de la population qu'on est capable de les nourrir pour nada. Parce que là, il y a une contre-communication. Et pourtant, bon, je vais me faire taper sur les doigts parce qu'ils sont aussi partie prenante de l'interprofession. Mais tant pis. Quoi. Il y a un moment, c'est là que on se dit les choses. C'est comme en Restoco, moi je veux bien, mais on va remplacer... Si un litre de lait bio rentre en Restoco, c'est parce qu'il y a un litre de lait conventionnel qui s'en va. En gros, il ne va pas aller par-dessus. En pratique, c'est comme pour la viande. On veut faire entrer la viande bio, mais c'est-à-dire que c'est la viande conventionnelle qui s'en va. Surtout qu'on mange moins de viande. Donc, est-ce que le reste d'interprofession est prêt d'entendre ça, de dire « Ok, on va vendre plus de bio, mais ce sera au détriment du conventionnel ». Et on en arrive à opposer les systèmes. Alors, est-ce que c'est un réel problème ou pas? Non. En tous les cas, c'est pas un réel problème au sein de l'interprofession, mais j'ai pas perçu du tout de tension à ce niveau-là. Il y avait un engagement. D'abord, c'est un engagement politique qui a été pris par la puissance publique, quoi, et qui eux-mêmes ne se sont pas donné les moyens de le faire respecter. Ils ne se donnent pas les moyens de le faire respecter, puisqu'on n'est pas arrivé aux 20% en valeur. Parce que entre la haute sphère politique qui prend les décisions et les donneurs d'ordre et qui payent, c'est pas les mêmes. Voilà, il y a du lobbying. Mais peut-être que nous, on a du lobbying à faire. Oui, à mon avis. Oui, nous, interprofession, mais aussi les criels. L'interprofession avec ses criels, puisque les criels en dépendent, on a du lobbying à faire auprès de ces donneurs d'ordre, c'est sûr. On a commencé un petit peu, mais c'est timide. Donc on a encore un énorme chantier.
On le reconnaît. D'autres questions? J'aurais une question concernant la collecte, puisque vous dites que la collecte a été impactée par la sécheresse et les fortes températures. Vous n'avez pas du tout évoqué les arrêts de production, les déconversions. Est-ce que du coup vous avez sur ces deux éléments-là des éléments de réponse? Parce que pour moi, la collecte, elle va quand même. On s'est retrouvé en début d'année avec une collecte importante et on s'est dit bah oulala, la filière laitière est en grande difficulté parce qu'on a une offre qui est supérieure à la demande. Le constat est que la sécheresse est passée par là et que le moral des producteurs est affecté et qu'on a forcément des producteurs qui tous les jours arrêtent et puis d'autres qui font le choix de repartir en conventionnel aussi parce qu'on a des opérateurs qui manquent de lait conventionnel et qui du coup peuvent aussi dire à leurs producteurs repassez en conventionnel, on va manquer de lait conventionnel, donc arrêtez la bio. Donc j'aimerais savoir si ça ne va pas quand même impacter le volume global de lait bio pour cette année. Je ne l'ai pas présenté volontairement parce que c'est des chiffres qui demandent encore à être validés. Mais je peux les dire grosso modo oralement. Effectivement, il y a une accélération des cessations qu'on observe dans les chiffres. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est quand même qu'il y avait encore plus 3% de livreurs par rapport à l'an dernier. Donc, et puis en plus, c'est plus 3% de livreurs, c'est des livreurs qui arrivent. Les néo-convertis ont des volumes de référence plus importants. Ils sont en gros à 500 000 litres en moyenne contre 300 000 en moyenne avant. Donc c'est un volume de référence, en sachant qu'ils ne sont pas réalisés complètement quand il y a le passage en bio. C'est un potentiel de croissance encore 5%. Donc les 5 points qu'on se prend en moins sur juin-juillet, c'est inhérent à la sécheresse, quoi. Après, très clairement, on n'est qu'à plus 3% de livreurs, alors que sur les enquêtes de conversion qui avaient été réalisées en 2021, on anticipait un plus 5, plus 6. Donc c'est sans doute imputable justement à des cessations d'activité non remplacées, plus qu'aux déconversions, même si elles existent. Il y a des estimations entre 2 et 3% de cessation d'activité maintenant, donc on se rapprocherait du conventionnel où on est à 4%, voire plus même dans les derniers mois. Voilà, on resterait entre 2 et 3 et c'est des chiffres qui seront publiés très bientôt dans l'enquête de conversion du CNEL. Il y a aussi un élément, c'est l'élément transmission, puisque la filière laitière a un enjeu de transmission énorme. 50% des producteurs arrivent à l'âge de la retraite dans les 10 ans qui arrivent. Donc c'est aussi un élément à prendre en compte, puisque même si la consommation ne repart pas tout de suite, il n'empêche que de fait, on aura moins de lait produit dans les fermes. Et on aura les chiffres spécifiques au bio sur la démographie. On saura exactement combien de producteurs bio, s'ils sont plus âgés en moyenne ou pas. Là, pour l'instant, on n'a aucun élément pour étayer ça, mais effectivement, ce sera un élément à prendre en compte pour anticiper quels seront le nombre de fermes à reprendre dans les prochaines années en bio. Enfin, moi, si j'avais un message à faire passer pour notamment les jeunes qui sont là et qui sont peut-être intéressés par la filière bio, je pense qu'il y a quand même de l'avenir, que la filière bio, elle répond aussi aux enjeux climatiques. Et que du coup, je pense qu'il y aura de la place et un bel avenir pour ceux qui auront envie de faire ce métier. Faut y croire. Par rapport au capital sympathie qu'avait la bio, on en a parlé avec Jean-Marie, qui s'est effrité rapidement. Il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Comment on a fait pour perdre ce capital? On a une explication quand même. Ça a été montré tout à l'heure là dans les études qui ont été présentées. On a notamment le local et le Bad in France qui sont venus. On a eu une montée en gamme dans le plan de filière qui a été rédigé. On a une montée en gamme de tous les laits, quoi. Aujourd'hui, on trouve du lait sans OGM, du lait sans résidus de pesticides ou sans pesticides. Voilà, quoi. Donc il y a aussi une montée en gamme et qui du coup a suscité des interrogations qui pour nous n'existaient plus chez les consommateurs avertis, qui étaient des consommateurs bio, qui est réapparu petit à petit. Ah ben oui, mais le bio, est-ce que c'est réellement sans OGM? Parce que c'est pas marqué dessus. L'autre, il est affiché sans OGM. Sur le bio, c'est pas marqué. Ouais, donc voilà. Et notre communication, elle a aussi porté là-dessus. Dans la communication bio-réflexe, ça apparaît clairement, quoi. Ça apparaît clairement, quoi, que c'est sans OGM, c'est sans pesticides, sans engrais de synthèse. Ça doit être à peu près les 3 points.
Et voilà, quoi. C'est un point clé parce qu'avant, les bénéfices, on pensait ils étaient compris il y a quelques années. Et ils se sont dilués avec le temps. Et les gens, comme ils voient plein d'autres labels arriver sur les packaging, ils se mettaient ah ouais, mais si toi tu le dis pas, c'est que tu l'as pas, c'est que tu me caches quelque chose. En fait, on a arrêté, je pense, en se disant c'est bon, tout le monde a bien compris le bio. Bon, on n'en parle plus trop. Il y a plein d'autres choses qui sont montées, plein d'attentes. Le bio aurait dû reprendre la parole en disant ah oui, mais vous voyez apparaître des sangs. Mais nous, on l'a en fait, les gars. Nous, on le dit pas parce qu'on le fait depuis 10 ans. Et en fait, il y avait eu un débat, c'est Andros qui avait sorti une confiture bio sans résidus de pesticides. Et c'est à double tranchant. Est-ce que du coup, je dis qu'il faut que je le dise pour convaincre les gens ? Est-ce que ça jette le trouble sur les autres produits bio ? Est-ce que ça jette le trouble sur le reste de ma gamme ? C'est comme le jambon, quand on vous voit, vous voyez les jambons aujourd'hui, tout ce qui est écrit sur les packaging. En fait, quand je mange celui qui n'a pas tous les labels, mais qui est à 12 € le kilo, est-ce qu'il faut que j'achète un jambon à 45 € le kilo pour être rassuré ? Il y a des gens qui, de toute façon, ne se posent même pas la question. Et je peux trouver un jambon à 15 € qui est tout aussi vertueux. Et c'est ce qu'on a avec le bio. Vous voulez des produits bio, ils sont bons. Vous voulez des produits aussi conventionnels, il y en a des très bien. Et ça suffit à une partie des gens aussi. Mais le bio a perdu de son avantage concurrentiel. Clairement, il s'est fait rattraper. Et on s'est mis à douter de choses qui étaient évidentes il y a 10 ans. Cet effritement de confiance, on l'avait déjà constaté en 2019. Parce qu'en 2019, à l'interprofession, là, au CNIEL, on avait fait faire une étude. C'était une étude qui a été réalisée par l'IFOP, il me semble, auprès de consommateurs. On avait 3 groupes de consommateurs. Il y en avait eu 2 groupes en région parisienne et un groupe sur Rennes, donc plus dans un bassin de production, pour connaître la perception que les consommateurs avaient du bio. Et là, on s'est aperçu, dès 2019, qu'effectivement, il y avait des interrogations qui arrivaient justement sur est-ce que le bio est réellement sans OGM et ceci et cela. Voilà, ça, on s'en était aperçu. Sauf que donc de 2019 à 2022, vous allez me dire, vous avez pris votre temps. Sauf que il y a quand même la crise sanitaire qui est passée par là, qui a perturbé tout le monde et qui a perturbé aussi les habitudes de consommation. Et je dirais qu'en 2019 et 2021, on avait quasiment oublié ça. On l'avait oublié puisque la consommation était repartie de plus belle, quoi. Et là, forcément, en 2021, s'est cassé la figure. Et là, l'étude qui a été présentée ne prend pas en compte encore en plus, l'inflation aujourd'hui, où les premiers effets sont quand même sont palpables, et ce qui emmène aussi l'Allemagne dans une situation pas similaire à la nôtre pour le moment, mais voilà, quoi. Donc nous, on a eu une perte de consommation, et l'explication, voilà, et les questions qu'on s'est posées, pourquoi l'Allemagne et d'autres pays, grands producteurs en lait bio, n'ont pas subi les mêmes choses que nous, quoi. Parce que la crise sanitaire, ils l'ont subi comme nous, quoi. Donc on ne peut pas mettre tout sur le dos de la crise sanitaire. Donc voilà. Donc l'explication la plus plausible, c'est certainement multifactoriel, mais c'est quand même la montée en gamme qu'on a eue de l'ensemble des produits, de l'ensemble de la production. On peut se retrouver en dehors, mais il faut qu'on sorte. Je vous remercie à toutes et à tous de nous avoir écoutés.